Donc, par rapport au sujet d'aujourd'hui, observer les discriminations, moi, observer, je le prendrais sous le sens de mesurer. Et puis état des savoirs et pratiques, je vous présenterai un peu mes savoirs, alors très incomplets, sur des pratiques de mesure qu'on a pu mener à ISM Quorum, donc très incomplets, parce que vous verrez à la fin qu'il y a d'autres mesures qui sont réalisées par d'autres gens qu'il ne faut pas non plus oublier, hein. Donc je dirais que c'est qu'une partie simplement des mesures qui se font aujourd'hui concrètement, que ça soit sur des territoires ou dans des organisations de travail. Et donc qu'on a pu mener avec ISM Quorum, qui est un bureau d'études et de formation qui est basé à Lyon. On est une structure associative. Je présenterai, hein, au fil de l'eau un peu ce qu'on fait et puis à la fin, il y aura un peu une cartographie des différents commanditaires et partenaires avec lesquels on travaille à ISM. Et donc, je présenterai mon intervention en 3 temps. Déjà, on va parler des testings territoriaux. Donc, c'est un type de mesure effectivement qu'on a pu être amené à réaliser, notamment à la demande de ministères, hein, d'actions gouvernementales, mais aussi à la demande, dans certains cas, de collectivités qui voulaient savoir ce qui se passait sur leur territoire, sur un domaine donné. Donc là, on est vraiment clairement dans la démarche de mesurer pour rendre visible et pour démontrer souvent l'existence de discrimination. Donc ça, dès le début de tout l'historique, hein, qu'a fait Patrick tout à l'heure, le testing s'est imposé justement pour arriver à démontrer, on verra qu'il a effectivement une forte vertu pédagogique. Un deuxième type d'analyse, après, c'est d'aller plus dans les diagnostics internes aux organisations. Et ça, c'est beaucoup moins connu parce que les organisations, souvent, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit du secteur privé ou public, que ce soit dans l'emploi, le logement ou autre, elles restent très discrètes sur ce qu'elles font à l'interne, sur leurs résultats, y compris quand les résultats sont bons. Et là, l'intérêt de ces diagnostics, c'est plutôt d'aller comprendre et agir sur les pratiques, puisque, comme le rappelait Patrick tout à l'heure, la discrimination, c'est avant tout une pratique, c'est souvent un ensemble et un écheveau de pratiques, souvent de micro-décisions qui s'accumulent dans le temps, de choses des fois inconscientes. Et pour aller les corriger, pour réduire les discriminations, il faut impérativement comprendre les pratiques et donc les observer et comprendre les auteurs, des fois inconscients ou pas, de ces pratiques. Et puis dans un dernier temps qui est un peu perspective, autre démarche, c'est aussi à partir de ces deux types d'approches territoriales ou internes aux organisations, et aller voir un peu ce qu'on peut faire, prendre un peu les avantages de l'une et de l'autre pour essayer de faire bouger les choses aujourd'hui, et d'autant plus avec des acteurs des territoires comme il y a aujourd'hui. Donc je vous ai donné une petite ressource. À chaque fois, je vous en mettrai, mais elles sont récapitulées dans le document que Gaël a eu la bonne idée de vous produire, hein, que vous aurez aussi. C'est des références. Et donc, notamment sur le débat sur les testings qui est en plein cours, hein, avec un projet de loi, je vous donne notamment cette ressource, hein, je vous indique, si vous ne l'avez pas encore vu, l'avis du défenseur des droits qui date du 13 novembre sur la proposition de loi et qui récapitule un peu l'usage des testings depuis 20 ans, leurs avantages comme leurs limites par rapport au débat actuellement sur le testing. Donc, vous verrez que c'est un document très intéressant. Donc déjà, justement, le testing, on va y venir. Une forte vertu démonstrative, déjà parce que le principe, il est extrêmement simple. C'est proposer des candidatures équivalentes, que ça soit sur un même emploi, sur un même logement, sur un même service, sauf un critère prohibé, un ou plusieurs critères d'ailleurs qu'on pourrait cumuler, pour voir l'effet que ça peut avoir éventuellement sur le processus d'accès qu'on va tester. Et donc, on va voir le résultat. Donc ça, en apparence, le principe est simple et souvent, on a l'impression que la démarche elle-même va être simple alors qu'elle exige énormément de rigueur et de méthodologie. Donc, si vous êtes amené à réaliser un testing ou à faire réaliser un testing, veillez à ce qui est vraiment une démarche très rigoureuse. Donc, par exemple, si on fait un testing à l'emploi, on va cibler seulement quelques métiers qui donnent lieu à des recrutements fréquents pour plein de raisons de faisabilité. Je n'ai pas la possibilité de développer là. Il faut qu'on utilise les modalités habituelles de candidature sur ces métiers, c'est-à-dire il faut vraiment qu'on s'immisce dans les process habituels de recrutement et que nos fausses candidatures se fondent parmi des candidatures réelles. Et puis, il faut neutraliser des risques de biais qui sont inhérents à ce type d'opération. On ne va pas envoyer les candidatures rigoureusement au même moment. Elles ne sont pas complètement identiques, sinon on prendrait les recruteurs pour des imbéciles. Et donc, on fait des petites différences, on crée des délais d'envoi. Et ça, il faut le contrôler parce que ça en soi, dans des recrutements où des fois on règle le recrutement dans l'urgence en quelques heures, un délai d'envoi de quelques minutes ou même de quelques heures, ça peut influencer la réponse qui sera faite à l'une ou l'autre. Donc, il faut permuter systématiquement les tests et donc en faire un grand nombre, hein. Ça, on est dans une démarche de testing statistique, non pas de testing judiciaire avec un cas précis, avec un processus complètement différent. Là, il faut vraiment réaliser beaucoup de tests avant de conclure statistiquement
qu'est-ce qui se passe? Donc je vais vous donner un exemple, qui est un des premiers gros testings, nationaux qui avait été réalisé à l'époque sous l'égide du BIT et de la DARES. Donc on avait réalisé ce testing et d'ailleurs Gaël Donard avait participé à l'époque sur une des agglomérations concernées. Et donc qu'est-ce que ça montrait comme résultat? Et ben, déjà, ça montrait on avait testé plusieurs modalités de candidature puisqu'on avait aussi des candidats, mais il y avait des envois de CV. Il y avait candidature maghrébine, mais aussi, Afrique subsaharienne. Donc là, je vais vous donner simplement les résultats candidature maghrébine. Quand il y avait une candidature maghrébine qui était proposée sur un même emploi par envoi de CV, eh ben, elle recevait 3 fois moins de réponses positives que la candidature hexagonale. Donc ça, c'était un écart qui était énorme et qui avait tendance à s'atténuer quand les tests, par contre, étaient faits par appel téléphonique. Alors, c'était pas forcément toujours les mêmes métiers, mais quand on comparait un métier identique, on voyait quand même qu'il y avait cette réduction. En d'autres termes, quand les recruteurs, ce qu'on avait pu conclure, quand les recruteurs sont les plus éloignés du candidat, quand ils ont simplement 2 CV, c'est là où les stéréotypes sont les plus forts, alors qu'ils se réduisent quand on est avec déjà une interaction téléphonique et encore, ils se réduisent encore plus quand on est en passage direct, quand c'est stipulé dans les offres contestées. Voilà. Un autre testing, alors là, au contraire, qu'on a réalisé plus récemment, toujours à la demande de la DARES et avec la collaboration de l'Institut des politiques publiques, en 2021. À nouveau, on retrouve les mêmes types d'emplois peu qualifiés. Et là, on était uniquement sur de l'envoi CV. La comparaison, elle vaut ce qu'elle vaut. On a la même méthode, on a sensiblement les mêmes métiers. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'il y a toujours des écarts très importants, notamment sur les emplois peu qualifiés, mais qui se sont quand même réduits depuis 2006. Alors on dit souvent les discriminations, elles persistent, c'est vrai, mais elles ont quand même tendance à se réduire ces dernières années. Patrick tout à l'heure parlait du ressenti par rapport aux discriminations liées au sexe. C'est évident qu'il y en a énormément. Par contre, la situation quand même des femmes et des hommes a évolué dans l'entreprise et heureusement, parce que si on devait penser encore à ce qui se passait il y a 15 ou 20 ans, les propos qui pouvaient être tenus, qui continuent d'être tenus dans certains cas, eh ben, on retomberait en arrière, on tomberait souvent sur nos fesses. Donc il y a des progrès, mais il faut continuer, c'est pas encore terminé, il y a encore beaucoup d'écarts et notamment ce que montre cet autre testing donc de 2021 qui a testé aussi des postes de cadre non encadrants et des postes de cadre encadrant, c'est contrairement à ce qu'indiquait tout à l'heure l'enquête de perception sur le ressenti discriminatoire, eh ben non, quand on fait un testing, les discriminations et les écarts sont beaucoup plus importants sur les postes les moins qualifiés, alors qu'ils ont tendance à se réduire sur les postes les plus qualifiés. Donc comment ça s'explique ça? Eh bah, déjà, nous, quand on travaille avec les recruteurs et qu'on est très étonnés nous-mêmes par ce résultat, eh ben, on se rend compte que les recruteurs, souvent sur des postes peu qualifiés, ils ont 2 CV, mais que le CV, il leur sert des fois à rien du tout et qu'il ferait mieux de s'en passer et que souvent maintenant des employeurs qui recrutent sur des postes peu qualifiés, ils disent: «Mais surtout plus de CV parce que c'est une source de stéréotypes énorme, parce qu'on ne va pas trouver les compétences qu'on veut, dans un CV». Souvent, on cherche d'ailleurs des soft skills de plus en plus et donc, on va s'attacher, souvent sur les postes peu qualifiés, on a en plus plein de candidatures, et ben, on va s'attacher sur des signaux indirects, sur des stéréotypes. Et l'origine, souvent, il est porteur de plein de signaux négatifs. On va parler de nonchalance avec certains types de candidats extra-européens ou sur d'autres, on imaginera que ça sera beaucoup plus conflictuel. Et quand on travaille avec les recruteurs, et ben souvent, le CV, on leur dit arrêtez de le regarder parce que vous imaginez n'importe quoi. Si vous cherchez de la ponctualité, de l'esprit d'équipe ou autre, il faudra l'évaluer, il faudra le mesurer, mais surtout pas le déduire à partir d'un nom ou d'un prénom. Et c'est ce que font trop souvent les gens encore. Alors que les écarts en première sélection, alors on est juste de la première sélection, ils ont tendance à se réduire sur les cadres, postes de cadre non encadrants, et plus encore sur les postes de cadre encadrant, parce que là, au contraire, déjà, il y a moins de candidatures, et que parce que les recruteurs, au moins en première sélection, peuvent avoir des éléments tangibles pour dire, bah lui, il a fait cette école-là, quelle que soit son origine, déjà, il y a cette école, il y a ce diplôme qu'on veut. On veut un contrôleur de gestion, on veut un responsable achat ou un ingénieur en aéronautique. Et ben voilà, on a ce qu'on veut. Et déjà en première sélection, ils ont plus de chances d'être retenus, même si des fois, comme disait Patrick tout à l'heure, la susceptibilité fait qu'ils ont peut-être plus le sentiment d'être discriminés. D'ailleurs, c'est pas sûr qu'ils arrivent au bout du process de sélection, puisque là, on est juste en première étape. Un testing ne permet pas d'aller aux étapes suivantes et donc de voir ce qui se passe au bout du compte. Mais voilà ce qui peut se passer sur des premières sélections. Donc ça, c'était sur l'emploi. Et puis, bah, le testing, l'intérêt qu'il a, c'est que c'est quelque chose, une opération qui est incroyablement adaptable. Donc, on a pu faire des testings, nous ou d'autres gens, hein, notamment SOS Racisme, qui a été précurseur dans ce domaine-là, mais aussi Jean-François Madieu dans l'emploi. Et ben, il y a aussi donc des testings sur les loisirs. On nous a demandé des testings, non pas sur les boîtes de nuit que SOS faisait, mais dans l'accès au gîte ou au camping, selon l'origine qu'on évoque. On a pu faire des testings, comme d'autres organismes aussi, sur l'accès au logement.
même y compris au parc social où Yannick Lorty a fait des demandes avec des demandes au guichet. Dans l'accès aux soins, je vous présenterai tout de suite en bas un testing de ce type-là. Donc là aussi, il y a pas mal de testing hein, sur différents signaux qu'on va tester, ou plus rarement aussi des testings d'accès au crédit, prêt immobilier ou aide à la création d'entreprise en raison de son sexe ou de son origine. Donc là, en mobilisant des acteurs et des actrices. Donc un petit exemple qui vient justement d'une collectivité territoriale qui nous avait demandé en 2011 un testing d'accès aux soins. On avait testé tous les cabinets dentaires gynécologiques et ophtalmologiques du territoire de cette collectivité avec 2 patientes testeuses qui téléphonaient avec la même demande de soins et l'une simplement indiquait bénéficier de la CMUC. Et donc, on a des résultats statistiques qui montrent des écarts, évidemment. Et puis, en plus, ce qui est très fort dans ces testings avec acteurs, c'est des verbatims qui, des fois, peuvent être assez confondants par la violence des propos. Donc, je vous laisse les lire. Avec voilà, des gens, des fois, qui d'ailleurs, j'ai gardé la manière dont ils se sont exprimés, parce que des fois, ils sont déstabilisés et ils ont du mal à répondre comme il faut pour justifier que non, ils ne prendront pas de personnes avec la CMU, alors que c'est une obligation. Et puis même carrément, on avait rencontré un cabinet qui lui demandait d'emblée à des nouvelles patientes, ben, est-ce que vous avez la CMU? Donc on suppose que là, il nous l'avait demandé aux 2 patientes d'emblée et on suppose que c'était même routinisé dans ces process. Donc je vous donne là aussi une ressource qui est assez récente, qui est là une beaucoup plus grosse opération. Là, on était sur un testing territorialisé à la demande d'une collectivité, mais il y a aussi souvent des études très sérieuses et très solides qui sont faites notamment par l'IPP récemment, avec des résultats qui viennent de sortir. Donc c'est sur le site de l'adresse et qui fait suite à une première étude en 2019 pour voir un peu les progrès d'une date à l'autre. Donc ça, toutes ces références, vous les avez dans le PowerPoint, mais vous les avez aussi dans le document qui sera joint. Voilà, très rapidement, donc ça c'était les testings territoriaux. J'y reviendrai tout à l'heure sur les approches territoriales. On va voir là aussi très rapidement un autre type d'approche interne aux organisations et pourquoi aussi on a été amené à faire ça. Donc là, ça consiste, c'est différent, c'est une organisation, quelle qu'elle soit, qui nous contacte pour évaluer ses pratiques ou qui contacte d'autres organismes. Donc nous, on a réalisé plus de 100 diagnostics internes depuis 2006 sur ce type de diagnostic et souvent d'ailleurs en prenant en compte le critère de l'origine. Donc ça peut être déjà une adaptation du testing territorial qu'on a vu précédemment, avec notamment des organismes qui nous demandent de tester leurs propres pratiques. Donc là, la plupart du temps, je vous ai mis les effectifs, on a fait déjà 43 testings sollicités depuis 2006. Dans la plupart des cas, c'est des employeurs qui demandent à ce qu'on teste leur population de recruteurs, donc qui est très important. Ils ont envie d'avoir un état des lieux pour sensibiliser les équipes, voir si les messages de non-discrimination passent bien ou s'il y a des piqûres de rappel à faire. On a eu un testing d'un organisme de logement qui a demandé de la même manière de tester ces pratiques, mais sinon, le testing là est plutôt appliqué à l'emploi, ce testing ou sollicité ou autotesting. Autre type de diagnostic qu'on réalise très fréquemment, ce sont des analyses statistiques de fichiers de gestion. Donc, soit des analyses de fichiers de gestion RH, là aussi c'est le cas le plus fréquent, fichiers de candidature, de carrière ou des analyses de rémunération parmi les salariés d'une organisation de travail, ou alors plus rarement des fichiers de gestion locative, par exemple les attributions de logement, je vous donnerai un exemple tout à l'heure, et puis encore plus rarement, par exemple, l'orientation des apprentis par les centres d'aide à la décision, qui avait été un fichier qui avait été analysé par un de mes collègues dans le cadre d'un projet européen. Et puis enfin, ben, ce qui est souvent indissociable des approches précédentes hein, que je vous ai indiquées, c'est d'aller voir aussi, en plus d'une mesure, et ben, d'aller voir concrètement les process et les pratiques concernées, d'aller examiner de manière plus qualitative ben, l'activité RH, si c'est de ça qu'on mesure, donc voir chaque process, chaque outil à disposition des recruteurs, qui recrute, qui intervient dans la gestion des carrières, quelles sont les informations à disposition des salariés pour accéder à une formation ou un poste, etc. Donc, allez voir très finement là où se nichent éventuellement des risques de discrimination. Pareil dans les process d'attribution au logement, dans l'exemple que je vous donnerai après, ou plus rarement aussi, il y a pu avoir le même type d'approche pour voir un peu les process d'orientation dans l'éducation avec une expérimentation notamment faite à Villeurbanne l'an passé. Et donc ben là, on peut voir que ces diagnostics, depuis 2006, ben, on les avait dès 2006, on avait ces 3 types de diagnostics qu'on proposait, mais
Ça fait quelques années, je dirais depuis 2015-2016, où il y a vraiment une accélération dans les demandes qui est très forte, avec un contexte de plus en plus favorable à la réalisation de ces diagnostics, y compris sur le critère de l'origine réelle ou supposée. Donc ça, c'est lié notamment à des injonctions gouvernementales, même si ça reste pas clair encore ce que veut le gouvernement sur ces questions-là, Patrick l'a bien montré, mais il y a quand même de plus en plus des demandes, des piqûres de rappel, incitant notamment les employeurs à auditer leurs pratiques. On a des dispositifs très incomplets, hein, tels que l'index femmes-hommes, mais qui permettent quand même, dans certains cas, aux employeurs d'aller creuser un peu leurs data, qui souvent sont proches du néant sur ces questions-là. Et puis, il y a aussi l'affaiblissement de la croyance. Pendant des années, on a eu ça, selon laquelle on ne peut rien mesurer sur l'origine, alors qu'en fait, comme le disait Patrick tout à l'heure, on peut faire ça en approchant l'origine par des proxys. Donc, nous, on utilise la consonance des prénoms. Alors, il y avait évidemment des limites. Patrick, tout à l'heure, disait qu'il y a des changements dans les prénoms d'une génération à l'autre. Pour nous, ce n'est pas la limite la plus forte, d'autant plus qu'il y a des témoignages de gens, hein, directement discriminés en raison de leur origine, qui indiquent que des fois, en changeant de prénom, elles ont vu aussi un changement dans la manière dont leur candidature était traitée. Alors attention, loin de moi l'idée de préconiser aux gens susceptibles d'être discriminés à l'origine de franciser, de changer leur prénom. C'est pas du tout ça, c'est vraiment aux auteurs de discrimination à corriger leur regard là-dessus. Mais donc le prénom peut être un bon proxy. Il a ses limites, moi je dirais plus dans la manière d'appréhender certaines populations susceptibles d'être discriminées en raison de l'origine, notamment en raison de la couleur de la peau. On arrive à rattraper des fois le repérage de ces personnes par le lieu de naissance ou par la nationalité quand on a ces infos-là. L'avantage des prénoms, surtout, c'est quand même qu'on a une info qui est présente dans tous les fichiers de gestion. On a des prénoms partout, donc c'est très facilement utilisable. Contrairement à une démarche qui nécessiterait d'aller demander aux gens de se positionner, on sait que c'est pas simple de quelle catégorie on va leur demander. Il faudrait idéalement leur demander comment vous pensez être perçu par les autres. Pas évident. Et en plus, le fait d'aller demander aux gens, on n'interrogerait que les gens qui sont présents au moment où on fait l'étude, alors que souvent la discrimination, c'est aussi de ne pas avoir permis à certaines personnes de rentrer dans une organisation. L'approche par les prénoms, par exemple, nous permet de travailler sur des fichiers de candidatures reçues sur les dernières années, avec y compris les candidatures qui n'ont pas été reçues, qui n'ont pas été retenues, à qui il serait impossible d'aller demander leur origine. Donc, on a des analyses qu'on peut beaucoup plus facilement faire à partir de prénoms, parce qu'on arrive à avoir une observation exhaustive des gens, y compris des salariés, hein. Quand on demande aux salariés de se situer sur leur origine, comme a tenté de le faire l'index origine il y a 2 ans, on ne travaille que sur les personnes présentes sur la durée dans une entreprise, alors qu'il y a toute une population flottante de précaires qui peuvent être amenés à partir et à rentrer et qu'on ne voit pas, qui sont numériquement souvent très nombreux et qu'on peut approcher en prenant en compte leurs prénoms et donc les fichiers RH des entreprises. Voilà. Puis enfin, dernière chose, 2 autres avantages qui ne sont pas négligeables. Les prénoms, ils peuvent être très facilement catégorisés aujourd'hui de manière presque automatisée, parce qu'on a des référentiels qui sont liés à leur taux d'attribution dans chaque pays. Donc, on peut très facilement les relier à une zone géographique ou une autre. En annexe, je vous donne des exemples de prénoms justement catégorisés et vous verrez que c'est assez évocateur. Et puis, dernière raison qui n'est pas négligeable non plus, c'est que l'utilisation des prénoms, depuis 2007, elle est conseillée par la CNIL. Et donc, depuis 2007, on a des diagnostics qui sont régulièrement validés par la CNIL, puisqu'on a systématiquement sollicité la CNIL avant de réaliser ce type de diagnostic. Et depuis 2018, le RGPD a permis de fluidifier, de clarifier un peu cette exploitation des données personnelles, qui doit être faite vraiment de manière très rigoureuse et avec beaucoup de sécurisation. J'y reviendrai juste après. Voilà, donc on a après différents usages, hein, de ces diagnostics internes par les organisations. Quand elles font ça pour la première fois, c'est tout simplement avoir un état des lieux global, un peu de ce qui se passe dans leur pratique interne. Et puis souvent, elles y reviennent, c'est-à-dire elles renouvellent pour certaines périodiquement le même type de diagnostic, testing ou analyse de fichiers candidats, pour mesurer les progrès obtenus à des cadences qui vont de 2 à 5 ans. Et puis enfin, il y en a de plus en plus aujourd'hui qui réalisent différents diagnostics, qui vont les associer, les utiliser de manière complémentaire pour examiner, auditer progressivement l'ensemble de leurs pratiques internes et être sûr qu'il n'y a pas de zone de risque qui persiste. Voilà. Et donc, il y a quelque chose qui est fait aujourd'hui par des entreprises de manière très discrète encore, mais il y en a certaines qui vraiment mettent le paquet pour essayer de renforcer leurs pratiques. Donc là, vous avez quelques ressources
à la fois le guide méthodologique à l'usage des acteurs de l'emploi, hein, qui dès 2012 indiquait toutes ces préconisations. C'était nous qui avions rédigé les fiches techniques, hein, sur les types d'approches proposées. Et puis plus récemment, avec Marie Larsonneau de la FMD, ben, on a un peu récapitulé tout ça, mettre un peu en visibilité ce que font notamment des employeurs, parce que ben, ça reste souvent méconnu. Donc, quelques exemples de demandes d'organisation. Ben, par exemple, je vous parlais de data interne. Alors, il y a effectivement des choses qui existent, rapport de situation comparé, quelques indicateurs, l'index égalité femmes-hommes, alors qui reste assez basique, hein, dans tous les cas. Même le rapport de situation comparé, c'est des photos à un moment donné, c'est des tableaux simples, des tableaux croisés. Donc, il y a quelques entreprises ou collectivités qui aujourd'hui nous demandent d'enrichir, d'élargir ce rapport de situation comparé. Villeurbanne vient de le faire récemment, et d'inclure le critère du handicap et éventuellement donc aussi l'origine dans leur data. Donc ça, attention, ne le faites jamais par vous-même. Un employeur ou même une organisation quelle qu'elle soit n'a en aucun cas le droit de catégoriser les personnes qui sont dans ces fichiers de gestion. Ça doit être forcément externalisé à une compétence tierce. Quelles sont les compétences pour ça? Et donc qui garantira un traitement sécurisé et anonyme des données. D'accord? Ne le faites surtout pas par vous-même, ça c'est strictement interdit. Et donc, il y a d'autres demandes aussi pour réaliser des analyses plus approfondies. Là aussi, des collectivités, par exemple, nous demandent, en plus du RSC qui va faire quelques comparaisons de moyenne entre les femmes et les hommes, de dire, bah non, ça c'est clair que ça suffit pas, on sait bien tous les biais qu'il y a autour des moyennes, et ben faites-nous une analyse un peu plus approfondie. Donc là, on peut faire ça par régression logistique, par des méthodes d'analyse de NOPO. J'ai vraiment pas le temps de vous présenter ce type d'approche, mais c'est très bien expliqué dans un article de Duvivier et Ali. Pourquoi les femmes sont-elles bien moins rémunérées que les hommes dans les 3 fonctions publiques, où elles utilisent là aussi la méthode de NOPO. Autre type d'analyse où là je vous donnerai un petit résultat, ben justement sur ces analyses de fichiers candidats ou d'évolution de carrière, c'est d'ailleurs le même type d'approche. Une méthode d'analyse par régression logistique. Donc le terme est un peu crispant, on va se dire mon Dieu de quoi il va parler, mais c'est assez simple finalement. Patrick tout à l'heure parlait justement d'analyses qui permettent de comparer des individus à caractéristiques équivalentes. Donc, c'est ce que je vous ai indiqué dans le petit carton à droite. Ici, dans le fichier candidat de cette entreprise, on avait quand même un certain nombre d'informations qui permettaient vraiment de comparer des candidatures ayant un même niveau de diplôme et d'expérience, une même spécialisation, la filière de formation d'où elles viennent, âge, distance, lieu de résidence. On a vu aussi le rang de réception de ces candidatures, le nombre total d'emplois postulés, et puis des caractéristiques aussi des offres auxquelles elles ont répondu. Et donc, la régression logistique, ça permet de neutraliser les effets éventuels de toutes ces différentes variables, et notamment du fait qu'une femme ou un homme ou des gens d'origine extra-européenne ou européenne ne vont pas forcément postuler sur les mêmes emplois, mais on neutralise tout ça, et au final, ça donne une sorte de rapport de chance, de probabilité d'être retenu à chaque étape de la sélection, et en prenant un profil de référence qui, en l'occurrence, ici est la candidature masculine à consonance européenne, qui aura une probabilité égale à 1 de franchir chaque étape, et donc on va lire les autres probabilités par rapport à cette probabilité initiale. Et au moment, par exemple, de la réception des candidatures, eh ben, il y en a eu 155 000 dans cette entreprise, dont plus d'un tiers n'ont même pas été consultés. Donc là, souvent, ce qui est important, c'est de voir, tiens, ben déjà, cette première étape d'ouvrir ou non une candidature, est-ce qu'il y a des biais de sélection? Il y en a dans beaucoup d'entreprises où rien que sur la base du nom et prénom qui est visible dans un outil de recrutement, eh ben, il y a des recruteurs qui déjà vont choisir d'ouvrir ou non la candidature. Là, ce n'est pas du tout le cas. Il y a des petites variations, mais qui ne sont pas du tout significatives. Les chiffres restent en noir. Par contre, dès l'étape suivante, parmi les 92 000 candidatures consultées et le fait qu'il y en ait 23 000 qui ont été présélectionnées, eh ben là, on voit que les candidatures féminines à consonance européenne ont 13% de chances en moins d'être présélectionnées à compétences et à caractéristiques équivalentes par rapport aux hommes à consonance européenne, et qu'il y a aussi des écarts qui s'accroissent un petit peu parmi les consonances extra-européennes, les candidatures à consonance extra-européenne. Alors là, on reste très prudent parce qu'on ne connaît pas la qualité intrinsèque des CV, mais il y a un premier signal
qui est encore renforcé à l'étape suivante parce que là, les recruteurs ont ouvert les CV. A priori, ils ont retenu 23 000 candidatures qui faisaient l'affaire, qui avaient les compétences requises. Et ben malgré tout, il y a des biais qui vont se poursuivre à partir de la présélection pour accéder à un entretien pour les 6 000 personnes. Et ben il y a des écarts qui sont des chances 25%, 20 à 25% inférieurs pour les candidatures à consonance extra-européenne, femmes comme hommes, et des écarts qui persistent là aussi entre entretien et embauche finale. Donc là, quand une organisation a ces écarts-là, ça pose question et forcément, elle est obligée d'aller voir les process qui se passent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut expliquer ces écarts? Peut-être de manière justifiée, mais plus encore de manière injustifiée, aller interroger les représentations qu'il peut y avoir pour expliquer ces écarts. Ça peut se faire d'ailleurs sur d'autres variables, hein, âge, sexe, seul. Et là, sur la mention d'une RQTH, eh ben, on voit qu'il y a des écarts aussi tout au long du process de sélection qui sont énormes dans l'entretien et l'embauche finale, avec des écarts qui étaient très importants, 2 fois moins de chances d'accéder à une embauche. Il y avait juste un élément qui allait à l'inverse, c'est-à-dire c'est une entreprise qui avait une politique proactive en matière de handicap et donc les candidatures mentionnant une RQTH, ça c'était visible dans le listing, et ben elles étaient 20% ouvertes plus souvent. Il y avait une tendance à les ouvrir plus souvent. Par contre, elles étaient plus souvent écartées à compétences équivalentes aux étapes suivantes. Un dernier exemple lié aux procédures d'attribution de logement. Donc là, on est avec notamment la SACVEL, la Société anonyme de construction de la ville de Lyon. Même type d'analyse statistique, hein, avec des modèles par régression, où on voyait le profil des demandeurs, leurs ressources, leur reste à vivre, le type d'emploi sur lequel ils postulent, la taille du ménage, etc. L'issue de leur demande, le type de logement attribué aussi, si c'était dans la partie très attractive ou moins attractive du parc de logement de la SACVEL. Donc, accompagné d'un audit qualitatif des process, ça a été fait avec la SACVEL et avec la participation du défenseur des droits pour voir un peu améliorer l'outil de gestion qu'ils avaient. Ils ont mis en place un outil favorisant la non-discrimination avec un traitement anonyme et complètement objectivé des demandes. Et après cette mise en place d'un nouvel outil, il y a eu à nouveau le même diagnostic qui a été réalisé en 2010 et en 2015 pour voir les progrès obtenus. Et les progrès étaient assez fabuleux. Vous avez un petit résumé de cette démarche dans la dernière référence que je vous ai mis en bas. Alors, je suis désolé, je prends une cadence un peu d'enfer, mais c'est pour essayer de finir dans les temps. Donc, le dernier type de démarche, eh ben, c'est un peu à partir des expériences qu'on a pu acquérir sur des dimensions un peu territoriales et à l'interne des organisations, bah déjà voir les avantages et les limites de ces deux types d'approches, que sont les testings territoriaux ou plus globalement la production de données territoriales et la production de données internes aux entreprises ou aux organisations. Ce qui est bien avec une démarche territoriale, c'est qu'on va cibler tout type d'organisation, y compris de petite taille. Ça, on verra que ce n'est pas forcément le cas dans les diagnostics internes. On produit des résultats aussi qui sont solides, qui sont territorialement ancrés, avec la possibilité de comparaison sectorielle, parce que souvent on cible une grande diversité, notamment d'employeurs, si on fait un testing à l'emploi, au niveau aussi de comparaison géographique selon la localisation dans le territoire. Par contre, un testing, on se limite à la première étape du processus, comme on l'a vu, sans aller jusqu'à son issue. Est-ce que le logement a été attribué? Est-ce que la personne a été embauchée? On n'en sait rien. Donc ça, c'est une grosse limite sur ce type d'approche. Et puis, une autre limite qui n'est pas négligeable, qui est à prendre en compte si vous lancez vous-même ce type de démarche. Attention, parce qu'à partir de ces outils-là, nous, on a fait l'expérience, notamment dès le testing de 2006, on ne parvient pas toujours à impliquer les organisations testées. Déjà, la première réaction quand on présentait les résultats, dans des bassins d'emploi concernés, les employeurs qui venaient, ah ben non, mais ça c'est abominable les discriminations, mais ce sont les autres qui discriminent, c'est pas moi, parce qu'on n'avait pas des résultats qui permettaient de les interpeller eux-mêmes. On a des résultats globaux au bassin d'emploi ou au secteur qui était testé. Et puis, c'est une approche qui est quand même assez culpabilisante. Il faut la faire, il faut mesurer, il faut pointer du doigt là où ça fait mal, mais il y a une mise en accusation qui peut générer des crispations. Et puis, il peut y avoir des critiques sur la méthode, sur la légitimité de la démarche, notamment d'une collectivité. C'est ce que disait Gaël tout à l'heure. Il y a des entreprises ou d'autres organismes qui disent, mais en quoi vous êtes légitime à nous pointer sur nos pratiques? Et d'abord, vous, qu'est-ce que vous faites? Donc, c'est d'ailleurs pour ça que certaines organisations avec lesquelles on travaille, et notamment des collectivités, elles ont commencé par auditer leur propre process. Donc là, l'inconvénient avec ces types de diagnostics internes que je viens de vous présenter, c'est que ça va concerner surtout
des organisations de grande taille avec des fichiers de gestion, souvent avec des effectifs conséquents si on veut faire des analyses statistiques, et avec des moyens et du temps pour faire ces diagnostics. Et puis, l'autre inconvénient, c'est qu'on va travailler au cas par cas. On travaille dans une entreprise, dans une organisation, et puis avec des organisations qui sont volontaires, qu'on fait la démarche de ces diagnostics, et sans pouvoir généraliser à d'autres organisations. Il faut chaque fois reprendre le même travail avec une autre organisation volontaire, etc. Il n'y a pas de possibilité souvent de généraliser. On reste quand même dans les pratiques de l'entreprise. Alors ça a beaucoup d'avantages parce que on va travailler vraiment sur les process qu'on va évaluer, par exemple du sourcing à l'embauche jusqu'à l'intégration, mais aussi sur tous les process de carrière, y compris la formation, l'information qui est donnée là-dessus, les promotions, l'accès aux concours, etc. Et ça permet d'impliquer directement les acteurs concernés dans les organisations en s'appuyant vraiment sur l'analyse de leurs propres pratiques et de manière assez bienveillante. On n'est jamais dans la posture accusatoire, on reste ferme quand il y a des écarts, mais en essayant d'expliquer les contextes de travail. Et notamment dans cette explication des contextes de travail qui peut passer par des ateliers, on voit que souvent, c'est jamais ni bon ni mauvais, que souvent dans une même organisation, il y a des bonnes et des mauvaises pratiques, et que souvent, il faut s'appuyer sur ce que certains dans certaines équipes font en bien pour aller aussi après challenger et inciter les autres personnes à dire: «Regardez, d'autres gens dans la même situation que vous, eh ben, ils ont cette solution-là». Ça va permettre un peu de fluidifier et d'améliorer les pratiques et de réduire les discriminations. Donc c'était le dernier aspect que je veux voir. Gaëlle, si tu peux me donner encore 2 minutes, ça ira? Oui, tout à fait, je te laisse Bon. encore 2 minutes. Merci. Je vais vous présenter une démarche en cours, hein, donc ça sera très limité, puis vous aurez probablement l'occasion d'en reparler puisque Solène Perron et Isabelle Châtré, je crois, participent souvent à ces échanges, hein, que vous pouvez avoir avec l'ORIV. Donc c'est la démarche qu'on a engagée avec 3 Champagne Métropole auprès des employeurs de leur territoire et avec aussi les entreprises de l'Aube s'engage, hein, autour d'Aurélie Sunko. Et donc, en 2022-2023, on a fait 40 entretiens auprès de différents employeurs, donc, qui sont avant tout des TPE et des PME. C'était bien parce que ça, souvent, on ne prend pas encore en compte ce qu'elles font, ni leurs besoins en matière de non-discrimination. Et ça, c'est une démarche qui a permis justement d'aller voir ces employeurs-là aussi qui ont souvent des très bonnes idées, beaucoup de bon sens aux pratiques et au quotidien, parce que les dirigeants d'ailleurs de ces entreprises sont eux-mêmes les managers, font tout, font le recrutement, font la gestion des carrières. Donc, ils sont obligés souvent, dans certains cas, d'innover. Et puis, on est allé voir aussi les autres acteurs du territoire qui sont essentiels, tous les services publics de l'emploi, de l'insertion, les intermédiaires, quelques écoles et aussi les acteurs associatifs. Et puis, on les a interrogés de manière vraiment bienveillante. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans la démarche de Trois Champagnes, qui n'était pas d'aller leur faire la leçon sur la non-discrimination, mais plutôt de leur dire tout simplement, de manière un peu humble, est-ce que vous faites des choses? Et eux, souvent, ils nous ont répondu de manière très humble aussi, oui, on fait ça, mais bon, je ne connais pas trop. Et souvent, ils nous ont sorti des trucs qui sont du bon sens, des belles choses. Ceux qui sont venus, souvent d'ailleurs, ils étaient volontaires là aussi, et ils avaient des choses à dire, ils avaient réfléchi, et ils avaient un peu mariné tout ça pour essayer de réduire la discrimination dans les recrutements, d'autant plus qu'ils ont du mal à recruter souvent, et pour mieux inclure les personnes, parce que en plus aujourd'hui, ils voient des salariés qui, pour un oui ou pour un non, sont amenés des fois à partir et à claquer la porte. Donc ils ont modifié leurs pratiques, ils se sont dit, c'est pas que des candidats ou des salariés qu'on n'arrive plus à comprendre, c'est peut-être à nous aussi de suivre l'évolution et de nous adapter. Et donc ils nous ont aussi indiqué leurs besoins. Donc ça a donné lieu à la rédaction d'une synthèse des actions, bonnes pratiques et ressources, un atelier de restitution avec tous les acteurs concernés. Et là, en 2023-2024, ça va continuer. Il y aura 3 autres ateliers de travail pour poursuivre le recueil des bonnes pratiques et des besoins. Et la volonté de Trois Champagnes Métropole, c'est d'inscrire des actions dans le cadre du PLCD du contrat de ville pour voir l'aglo, elle y va vraiment de manière humble en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, que ce soit en termes de mobilité, pour accéder à certaines zones de travail qui, là aussi, peuvent pénaliser plus certaines personnes que d'autres, que ça soit pour valoriser ce qui se fait sur le territoire, pour que ça soit créer des événements qui favorisent le rapprochement entre les acteurs, les associations, les employeurs et les candidats, etc. Et donc, dans cette démarche, et je finirai par là, il y a des leviers d'action. Ça ne va pas être tout fabuleux, hein, mais il y a quand même des leviers d'action pour réduire les discriminations dans l'emploi. Des gens, on peut confronter les points de vue, les actions, les difficultés des différents acteurs et souvent les rapprocher et réduire des fois d'éventuelles incompréhensions ou a priori. Ça permet de mieux faire connaître les ressources mobilisables sur le territoire, que ce soit des dispositifs, des accompagnements, des événements, y compris des gens qui sont en mesure d'accompagner les personnes sur place, que ce soit les employeurs ou les candidats. C'est aussi et surtout s'appuyer de manière positive sur des actions concrètes et efficaces
qui sont déjà mises en place par certains employeurs pour aller inciter d'autres employeurs plus récalcitrants à faire évoluer leurs pratiques par ce qu'on appelle le partage d'expérience et l'émulation entre pairs. Il y a des gens qui restent obtus, sauf que quand ils entendent un autre employeur du coin qui dit « Ah, toi, tu as des problèmes pour recruter ou pour garder tes salariés, moi, j'ai plus ce problème-là, voilà ce que je fais », c'est beaucoup plus pertinent que le discours d'un consultant qui viendrait avec ses idées un peu, voilà, des fois un peu déconnectées. Donc, on s'appuie vraiment sur les expériences de terrain pour essayer de faire bouger des gens et les inciter là aussi à agir. Voilà. Donc les ressources, je verrai avec Isabelle et Solène si c'est possible de vous donner la synthèse. Je crois qu'il n'y aura pas trop de problèmes, mais on va valider avec elles et puis vous verrez un peu les actions, les bonnes pratiques qui sont des trucs tout simples, mais il fallait y penser. Nous-mêmes, à ISM, on a trouvé des fois des bonnes idées à reprendre dans ce que ces employeurs de Troyes nous ont indiqué. Voilà, pour terminer, mais vraiment très vite, eh ben, les gens avec qui on travaille aujourd'hui, il y en a beaucoup, un peu dans tous les domaines. Il y a des employeurs publics aussi, il y a Nantes aussi. Il y a des associations, c'est très important. Il y a des organisations syndicales et puis il y a d'autres organismes, y compris universitaires ou associatifs. Et puis surtout, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a beaucoup d'autres gens aujourd'hui qui travaillent dans ces secteurs-là, d'autres bureaux d'études et de formation, je vous en ai cité quelques-uns. Il y a beaucoup de chercheurs et d'équipes universitaires avec les références qui sont dans le document que vous aurez en ressources. Donc, il y a énormément d'exemples qu'il faut aller dénicher des fois, mais il y a des bonnes initiatives qui se font. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais moi j'aime mieux m'attacher sur ce qui se fait de bien déjà pour essayer de garder le moral. Voilà, je vous remercie.